Deuxième débat donc ce soir. Autour de cette table, Aurélien Véron, vous conduisez la liste aux urnes citoyens du Parti libéral-démocrate. Vous êtes aussi membre du bureau Réforme et Modernité, association présidée par le député Hervé Mariton. Nathalie, donc je suis ravie de vous voir ici, mais avant de commencer le débat sur les élections régionales, à proprement parler, il faut peut-être revenir sur les 15 jours qui viennent de s'écouler et qui, d'une certaine façon, ont bouleversé et vont bouleverser notre vie à tous. Est-ce que la France, aujourd'hui, est la même qu'hier? Qu'est-ce qui a changé? Aurélien Véron, vous marchez pas hein, dans cette... La période de deuil était très forte et très émouvante. Je pense que toutes nos listes, et la mienne en particulier, en tout cas, nous avons eu des victimes autour de nous. Les candidats connaissent des victimes, donc on est tous d'abord sous le choc, et samedi matin, quand on s'est réveillé, on était KO. Il y a un débat national qui vient. Moi, mon constat, c'est que l'État-providence était en échec, et qu'aujourd'hui, on a un État régalien qui n'est pas à la hauteur des enjeux, un État régalien qui ne protège plus les citoyens. Mais je crois que les terroristes ont marqué un point terrible, un point dramatique, mais ce serait triste qu'ils marquent un deuxième point en nous faisant renoncer à nos valeurs. La France, c'est un pays de liberté, c'est un pays démocratique. Et je crois qu'aujourd'hui, les Français doivent reprendre leur train de vie. Et c'est ce que nous voulons. Il faut montrer à ces gens qui veulent nous terroriser, qui sont une secte absolument coupée des réalités de l'humanité, et qui sont même des criminels contre l'humanité, que les Français se battent. Les Français se battent d'abord en défendant leur liberté, en reprenant leur vie et en étant des démocrates. Vivons en citoyens libres et vivons en citoyens démocrates. Et le drapeau, l'allusion au drapeau bleu-blanc-rouge, ça vous choque, vous? C'est un très beau drapeau. Moi, je serais heureux que les Français puissent le porter sans être étiqueté Front National. On est tous patriotes, qu'on soit juifs, musulmans, chrétiens, laïcs, d'extrême gauche ou d'extrême droite. C'est un drapeau national qui a une histoire de plusieurs siècles maintenant. Monsieur de... Bon, Daesh, je mets de côté le problème de Daesh. Moi, je pense à la France. On a un pays absolument fantastique qui ne fait plus rêver. On a rayonné pendant plusieurs siècles, et aujourd'hui, la France s'est éteinte. C'est temporaire, c'est transitoire, ça peut se rallumer très vite, mais les Français sont en exode continu, les jeunes sont confrontés à des CDD quand ils ont un emploi, un problème de logement, parce que qui dit CDD dit pas de logement, et un idéal français qui n'existe plus. L'idéal des Lumières, c'était les libertés, c'était l'état de droit. Aujourd'hui, on a un état qui, effectivement, n'est plus un état de droit, qui est un état d'urgence, mais avant l'état d'urgence, on a eu des lois. Momentané. On a eu des lois, la loi renseignement, n'a pas fonctionné, puisque nous avons quelques mois après plusieurs attentats de suite qui sont totalement passés inaperçus. Enfin, on n'a pas vu les commanditaires ni les acteurs de ces attentats. Il y a aussi ceux qu'on a déjoués, apparemment. Mais on a perdu et nos libertés et notre sécurité. Donc on a un État qui ne fait plus rêver. Les jeunes, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont déracinés pour des questions d'urbanisme foireux des années de l'ouvrier, qui était un grand haut fonctionnaire, mais qui a fait des villes nouvelles abominables et des cités dortoirs, un problème d'identité et une classe politique qui ne joue pas son jeu. Je rappelle que la première réaction que j'ai entendue après les attentats, c'est qu'il faut interdire les crèches dans les mairies, de François Bayrou. Vous imaginez le niveau de cette classe politique en France qui, depuis 40 ans, nous impose des taxes et des cabanes alors qu'on a un problème d'État régalien, un problème de logement, de sécurité, de vie au quotidien. Donc il n'y a plus de rêve, il n'y a que des ennuis. Et aujourd'hui, un jeune qui est paumé dans sa banlieue, il peut, sur un moment d'égarement, se dire ce sable chaud et cet horizon un peu déconnecté, pourquoi pas? Mais c'est abominable. Hein. Il faut que la France fasse rêver à nouveau, et c'est un enjeu politique. De là à persuader qu'on peut faire autre chose, parce qu'il faut bien faire quelque chose. Alors, la guerre, pas la guerre, mettre de l'ordre, pas mettre de l'ordre. On reproche beaucoup au gouvernement socialiste son laxisme, vous le savez, laxisme entre guillemets. Alors, que faire? Après... En tout cas, moi, je n'ai pas de solution magique. Elle sera seulement au niveau de l'Europe. Et pour l'instant, l'Europe n'est pas entièrement mobilisée. Moi, la solution franco-française, je n'y crois pas. La solution de la Russie, je n'y crois pas. Et ce n'est pas mon domaine aujourd'hui de priorité. Moi, je vous rejoins complètement sur le fait qu'aujourd'hui, par exemple, un centre de déradicalisation qui était créé en Seine-Saint-Denis a été démantelé pour des questions bureaucratiques. Il y a un papier qui n'a pas été signé, le truc est tombé à l'eau. Aujourd'hui, il y a des expériences à l'étranger qui montrent qu'on peut déradicaliser des jeunes qui reviennent de Syrie et qui sont encore très perturbés. Ce n'est pas l'unique solution. Il faut une stratégie d'ensemble à court terme, parce qu'à long terme, c'est la flamme de cette liberté française qu'il faut ranimer. Mais à court terme, il faut revenir, à mon avis, en priorité dans l'état de droit. On est dans l'état d'urgence. Avant l'état d'urgence, la justice a perdu les pouvoirs sur les procédures d'intrusion dans nos vies privées, c'est la loi renseignement. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est citoyen, qu'on est sous l'œil d'un État administratif, que les juges n'ont pas les moyens de contrôler ce que fait la police et l'administration. Je rappelle un fait, le juge Trévidic, qui est un grand expert du terrorisme,
au bout de 10 ans, il n'a pas le droit, pour un texte de 58, de rester magistrat antiterroriste. Or, l'expérience antiterroriste, elle met des années à se construire. Et quand le juge commence à avoir une belle assise sur le sujet, il faut qu'il change de métier. Il y a un moment, il faut réfléchir 2 fois. La justice n'a pas les moyens de traiter le terrorisme. La justice n'a pas les bonnes compétences parce que les bons, on les envoie ailleurs. Il va être juge aux affaires familiales, le juge Trévidic, mais c'est un gâchis monumental. On n'a pas les centres de déradicalisation. Et derrière, les musulmans, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Parce que c'est les premières victimes de l'islamisme, je rappelle, dans le monde. C'est eux qui prennent les bombes dans la figure et les kamikazes. Et ensuite, on les pointe du doigt. Il y a un problème de l'islam qui est que ce fanatisme sectaire, il est issu de l'islam. Et donc, il y a une question que les musulmans se posent aujourd'hui. On voit beaucoup d'interventions de musulmans qui disent « c'est vrai, nous sommes un peu responsables de ce qui est en train de monter, mais c'est notre rôle justement de couper le lien avec ces fous, comme les autres religions ont eu des fous ou en ont encore, et il faut à un moment que ces communautés s'organisent. » Mais ça, c'est déjà le cas. Mais quand vous pointez du doigt ces gens-là et vous faites des perquisitions absurdes pour casser juste et montrer qu'on tape sur les musulmans, c'est totalement contre-productif et l'état de droit n'existe plus en France. Monsieur Mariton passe la même chose, puisque vous êtes d'une certaine façon le plus proche d'Hervé Mariton, qui est, je répète... Moi, je ne suis pas du tout chez les Républicains, j'ai beaucoup d'amitié pour Hervé Mariton. Je sens son évolution d'ailleurs vers une flamme un peu plus libérale, un peu, même s'il reste conservateur, moi, c'est pas ma... Mais j'ai de l'amitié pour Hervé Mariton. Je ne connais pas sa position sur le sujet, moi, j'ai mon parti, le Parti libéral-démocrate. Aux urnes de citoyens, d'ailleurs, c'est pas, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le Parti libéral-démocrate. Non, c'est une plateforme qui associe aussi Génération Citoyen, présidée par Jean-Marie Cavada, que vous connaissez, qui nous a fait marcher dans le siècle, et puis Pierre Tavares et son mouvement Une Île-de-France juste envers tous, qui est un mouvement plutôt de gauche. Vous voyez que cette plateforme aux urnes de citoyens, elle est assez large et elle est assez rassembleuse de mouvements différents. Là, on parle vraiment politique pour en revenir. Entre un tagueur et les terroristes. La fracture que M. Boucharda décrit, elle ne s'arrête pas d'ailleurs qu'à l'islam, parce que l'islam aujourd'hui est accusé, pointé du doigt à cause de ce qui se passe, et donc ils sont pris encore une fois entre deux masses, mais les communautés juives sont aussi agressées aujourd'hui, des écoles sont menacées, des synagogues sont en danger, il y a des agressions physiques qui sont... on va dire, minimisé dans les médias pour ne pas augmenter la tension, mais toutes les communautés qui ont une identité religieuse propre sont agressées. Et parfois plus l'une que l'autre parce que les événements font que, mais tout ça n'est pas sain et la France va mal. Moi, je supportais un État dans lequel le pouvoir régalien n'est pas à son niveau naturel. L'État est là pour nous protéger. Aujourd'hui, le pouvoir de la culture, le ministère de la Culture a plus de budget... Le ministère de la Culture a plus de budget que la justice. Est-ce qu'un État peut se dire régalien quand un ministère de la Culture a plus d'argent chaque année, des impôts des contribuables, que le ministère de la Justice? Parce que la sécurité, ce n'est pas seulement la police, c'est aussi ce qu'on fait des gens qu'on arrête et comment on gère une stratégie de la sécurité. C'est le rôle des magistrats. La justice n'a pas les moyens en France de fonctionner. Donc on confie aux policiers beaucoup trop de pouvoir. Et d'ailleurs, ils sont désabusés parce que leur pouvoir, il se finit dans les palais de justice où finalement les juges disent « moi, je n'ai pas les moyens de sanctionner ». Vous savez bien que c'est le problème numéro un. Donc aujourd'hui, on a une question qu'on ne va pas résoudre ici, mais la question du pouvoir régalien, c'est quoi un État régalien? Eh bien, en France, on s'est totalement dispersé dans les cabanes, l'interdiction des couverts en plastique, les cabanes taxées et les problèmes de soda interdits en débit continu, alors que l'État régalien n'a pas été abordé. Ils ne sont pas étrangers. Mais la question de l'État régalien, elle va devoir... c'est un long débat. C'est quoi un État régalien? C'est quoi nos sécurités? Est-ce qu'on doit laisser des policiers venir dans nos vies sans magistrats? Non, clairement non, ça ne marche pas. On a le terrorisme. Donc moi, je crois que cette France, elle est fracturée. Cette France n'a pas d'État régalien et qu'il est urgent de recentrer l'État sur ses missions régaliennes, non pas par le tout sécuritaire, mais par une vraie justice digne de ce nom. Alors, M. Bouchardin, quelle politique pour les jeunes? D'abord, c'est une autre manière de faire de la politique. Je pense que les jeunes sont ouverts à une manière nouvelle. Ne plus voter pour un conseil régional tous les 6 ans, par exemple, et lui faire un chèque en blanc. Et on ne sait pas ce que le conseil va faire. D'ailleurs, personne ne connaît le conseil sortant. Demandez aux jeunes qui est le président du conseil qui sort. Je pense qu'il n'y a pas de réponse. Donc la politique autrement, ça veut dire quoi? La démocratie représentative ne marche plus dans l'esprit des Français. Ils sont désabusés. Pourtant, votre vis-à-vis vient de dire le contraire. Le premier parti de France, c'est l'abstention. Et le deuxième, c'est le populisme. Moi, je veux introduire les référendums sur un rythme régulier. C'est-à-dire qu'on demandera, et notamment aux jeunes qui ont l'âge de voter, non plus l'avis aux partis politiques dont on n'a rien à faire aujourd'hui. Dans le cadre de la région, les référendums Des référendums au niveau de la région sur tous les sujets structurels de la région. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un débat droite-gauche complètement stérile qui énerve tout le monde sur des sujets qui ne sont pas contrôlés, on demande l'avis aux franciliens sur des sujets, mais tous les ans, voire même tous les trimestres. Il faut que ça devienne une culture du référendum. Et je pense que les jeunes sont très prêts à ça. On fait un débat long. À la fin du débat, il y a un référendum et le Conseil se plie à la décision du peuple. Ça veut dire que le Conseil n'est plus là pour faire et décider à la place du peuple, le Conseil est là pour écouter
et s'adapter au vote des franciliens. Deuxième chose pour les jeunes, c'est évidemment la formation. Il y a les lycées publics, mais il y a aussi les lycées privés, il y a l'apprentissage, il y a l'initiative d'écoles comme Thierry Marx, l'école de cuisine, qui a créé une école gratuite pour les élèves financée par des restaurants. Toutes ces initiatives, elles marchent, et elles marchent mieux que parfois que ce qui est bureaucratique et public. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le politique qui fait. Ce sont les acteurs de la société civile, ça vient d'en bas, ça fourmille d'initiatives dans la société. Le conseil régional, il n'est plus là pour bâtir avec l'argent des autres, il est là pour accompagner et faciliter ces initiatives, notamment dans la formation. Les jeunes aujourd'hui, ils rêvent de l'école 42, je peux vous dire. À Bobigny, on a fait une grande soirée aux urnes de citoyens, avec le Parti libéral-démocrate. Tous les jeunes étaient venus pour entendre Nicolas Sadirac. Parce que l'école 42, c'est une école privée, payée par des mécènes, qui est gratuite pour les élèves, c'est pas incompatible. Tous les élèves qui rentrent en école 42, ils ont un job en rentrant. Le problème de l'école 42, c'est de les garder jusqu'au bout. Donc ça fait rêver. Et le conseil régional n'est juste là que pour aider ces acteurs privés. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur Orchad? Monsieur Véron, on est malheureusement obligé de s'interrompre. Nous sommes dans la limite. Que vous concluez sur les transports? Créer un vrai marché des transports. Il y a une économie des transports. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont prêts à offrir des lignes concurrentielles en plus des lignes existantes. Oui, il faut les moderniser, mais il faut ouvrir ce marché des transports pour qu'il y ait plein d'innovations. Nous avons vu les VTC faire exploser en vol la corporation des taxis que les franciliens, dont ils ont ras-le-bol depuis des années. Les VTC offrent aujourd'hui plein de tarifs différents pour les étudiants qui n'ont pas d'argent jusqu'aux gens plus aisés qui veulent des limousines plus chics. Dans les transports en commun, on veut des navettes, des express, on veut toute une gamme de transports qui servent l'intérêt des franciliens en tant que consommateurs. Ça s'appelle un marché, ça s'appelle la concurrence, on veut l'ouvrir. Et si les gares un jour sont privatisées ou en tout cas cédées en concession à des boîtes privées, elles auront intérêt à amener des clients en faisant des parkings, des commerces, des espaces de coworking, etc. Donc les transports, c'est d'abord une révolution de la concurrence. Alors je suppose que Nathalie Arthaud aurait beaucoup de choses à vous dire sur cette libéralisation, mais malheureusement, voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain soir, même heure, un autre débat.